Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien bonjour à tous, très bienvenue sur News Jardin TV pour ce 56e numéro de notre grande émission Bienvenue au Jardin. Vous êtes très nombreux à nous suivre, vous nous encouragez, vous nous écrivez, vous nous racontez des choses, vous nous demandez plein de questions, j'essaie d'y répondre, c'est compliqué, mais je vais le faire, je vous promets. En tous les cas, merci d'être là, merci de nous suivre et nous allons passer ensemble une heure, j'espère délicieuse, reposante, et intéressante autour des plantes du jardin, du jardinage, de la botanique, de l'historique, enfin tout ce que vous voulez. Vous en aurez, je pense, pour votre argent, puisque de toute façon, c'est gratuit. En tous les cas, nous sommes heureux de vous retrouver. Quand je dis nous, c'est parce qu'à côté de moi, il y a l'inénarrable, le solide, le costaud. C'est... ah oui, il est solide. Il s'appelle Roland Motte, c'est un bon et un grand jardinier. Salut Roland. Salut à tous, salut Patrick. Merci d'être là. On va y aller avec la dynamique du moment, parce que nous sommes le 21 mai. Le 21 mai, c'est une super date pour les jardiniers. J'espère que la météo sera au rendez-vous. 143e jour de l'année. Là, il en reste 222 exactement pour aller au nouvel an, pour arroser la prochaine année. Deuxième jour du signe astrologique des Gémeaux. Les Gémeaux sont caractéristiques du mois de mai, enfin de cette deuxième partie. Le 4e jour du mois de prairial. Tiens, on a changé, on est passé des fleurs à la prairie dans le calendrier républicain français et qui est le jour de... De l'angélique marquise des anges. Ah non, de l'angélique plante. Ah oui, pardon, ah oui. Plante spectaculaire, assez exubérante, originaire de l'Europe du Nord, donc ça doit marcher tout seul chez toi. Mais non, ça n'a pas marché, parce que ça a des conditions, l'angélique devrait avoir pas trop de chaleur excessive, et avec un été comme nous avons connu en 2020, ça n'a pas passé. Mais je vais la replanter, je persévère. C'est une plante importante parce qu'elle est aromatique, on la trouve notamment dans la chartreuse. Oui, la chartreuse c'est secret. On utilise les graines. Plante à cultiver pratiquement un peu comme la rhubarbe quand même, moi je trouve. Et puis on peut la mélanger d'ailleurs, tiens. Mettre un peu d'angélique dans une compote de rhubarbe, très bon. Ça adoucit, c'est assez sympa. Angelica, nom botanique, qui a été donné par... je vais te dire Carl von Linné, non? Tiens, sûr. Allez, ça va aller comme ça. Ah non, je te piège pas tout le temps, de temps en temps, je te tends la perche. Du latin angelus, qui veut dire ange, et pas forcément pour ses propriétés médicinales, mais pour une légende qui dit que l'archange Michel, qui était le grand défenseur contre le mal, aurait fait don de l'angélique à un moine et lui offrant par la même occasion des vertus officinales inestimables dont on reparlera un petit peu après. Parce que c'est une plante d'abord réputée magique. On l'utilise dans les rituels de sorcellerie pour les protections. On considère que la plante sert à lutter contre les maléfices des sorcières et qu'elle pourrait favoriser les arts divinatoires, les prémonitions, et qu'elle procure la paix et l'harmonie. Alors ça, parce que cette ombellifère géante, cette grande plante qui dépasse 2 mètres de haut, était supposée conjurer les envoûtements des sorcières parce qu'elle a une odeur un peu suave, un peu musquée, qui, a priori, serait détestée par les sorcières. Donc, si vous voulez savoir si quelqu'un est une sorcière, vous lui donnez de l'angélique. Ah oui, c'est bien ça. Mais à ces époques très éloignées, où il y avait beaucoup de choses que l'on craignait, etc., on suspendait des bouquets d'angélique dans la maison, et on en faisait même des fumigations avec pour les exorcismes. Donc c'était vraiment une plante qui était importante. On l'accrochait même au cou des enfants pour les protéger des maléfices. Donc il y avait des hommes qui en mettaient des petits morceaux dans des bourses comme des amulettes. À la Renaissance, on l'appelait la racine du Saint-Esprit, parce qu'on disait que ça avait les propriétés de guérir des très graves maladies. On l'a même utilisé contre la peste. Alors, ça soignait ou pas? Non, parce qu'ils sont tous morts. Oui.
Et on rigole, mettait non, faut à ce pas moment-là rigoler. de l'angélique en poudre dissoute dans le vin. Et Olivier de Serres, donc ce grand agronome du XVIe siècle, a dit que cette plante servait à tenir la personne joyeusement. Oh, ça sous-entend plein de choses, ça. Oui. Peut-être, peut-être. Donc on l'employait, comme je vous disais, contre la peste, les fièvres, parce qu'elle était aussi, alors ça, des trucs de dingue, réputée chasser le venin par la sueur. Alors, je ne sais pas si c'est sudorifique. Et puis on disait que pour guérir la morsure d'un chien enragé, il fallait l'appliquer en cataplasme. Alors donc, un peu tout ce qu'il y a autour de tout ça. En tous les cas, on sait que les feuilles fraîches d'angélique, un petit peu dans la compote ou la tarte de rhubarbe ou de groseille, par exemple, ça atténue l'acidité. Et puis ce qui est quand même très bon, eh bien, c'est de faire confire des morceaux de tige jeunes, et puis moi j'adore ça. Oui, ah bah tu vois, tu aimes les légumes finalement. C'est pas vraiment un légume là, parce que quand c'est confit, ça ressemble vrai, plutôt à un dessert. Et on fait du soufflé à l'angélique, ça je savais pas trop que ça existait. Il y a des espèces sauvages en France d'angélique. Il y a Angelica sylvestris dans les Pyrénées, sauf au niveau de la Méditerranée, et l'angélique de Razoul. Razoul, c'est vraiment celle-là qui est dans les Pyrénées, Angelica razuli, sur le pic du Canigou. Juste là, une plante qui devait un petit peu rare, et il faut faire attention quand même de ne pas la confondre avec la ciguë, comme la plupart des apiacées, évidemment. 21 mai 1872. C'est la naissance à Verrières-le-Buisson de Joseph-Marie-Philippe l'évêque de Vilmorin. Un nom bien connu, me semble-t-il. Qui fait partie de cette grande saga de la famille Vilmorin, et lui, il a créé un arboretum à Pézanin, à Dompierre-les-Ormes, dans la Saône-et-Loire, autour du château d'Audour qui appartenait à la famille de son épouse. Alors, elle avait un nom. Berthe Marie-Mélanie de Gaufridi de Dortan. Pardon. Je veux dire, c'est classe. Ah, c'est moins facile que Roland Motte, c'est sûr. Bah oui, puis sur la carte de visite, c'est long à imprimer. Alors, Philippe, l'évêque de Vilmorin, a été en Égypte et au Soudan. Il a collecté beaucoup de plantes. Et en 1906, il a écrit un catalogue Hortus Vilmorianus de toutes les plantes ligneuses et herbacées qui existaient à l'époque dans leur collection à Verrières-le-Buisson. C'était vraiment une famille avec un arboretum incroyable. Alors je ne sais pas s'il en reste grand-chose. En tous les cas, à cette époque-là, c'était extraordinaire. Et il était un grand spécialiste des iris de jardin. Et ils ont, avec quelqu'un qui s'appelait Séraphin Mottet, fait progresser l'hybridation des iris barbus, donc ces grands iris qu'on a aujourd'hui, avec des iris tétraploïdes qu'ils avaient rapportés du voyage au Moyen-Orient. Je rappelle, nous sommes le 21 mai. Mais oui. On fête les Constantins, les Tina, les Tino, les Costelles, en l'honneur de Saint Constantin, le premier grand empereur romain qui est mort en 337 après Jésus-Christ. Après. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme dicton ? Eh bien, à partir de Saint-Tino, au jardin, mets donc ton chapeau, parce qu'il peut pleuvoir ou faire du soleil, mais ça je rajoute. Et moi je rajoute, sinon tu seras vite Rossi. Ah oui. Tu seras quoi ? Tino Rossi. Ah ! Aïe, 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 aïe. Excusez-nous, messieurs, dames. Excusez-le surtout. À la Saint-Constantin, bon teint, arrachons le plantain. Ah, ça c'est déjà plus digne d'un Patrick Mulan. Faites-en des salades pour Roland Motte. Oui, très bon d'ailleurs. Quand excellent. La vigne est en fleur à la Saint-Thibaut, il n'y a ni bien ni mot. Ah oui, oui. Bon, si vous avez compris ce que ça veut dire, vous nous écrivez. Oui. Et c'est Jason qui nous coupe la parole pour poser une question sur News Jardin TV. Qu'est-ce qu'une plante bio-indicatrice et quelles sont celles que l'on peut qualifier ainsi ? Une plante bio-indicatrice, c'est un végétal spontané, donc une plante qui pousse naturellement dans un lieu et dont la particularité va nous permettre d'identifier la nature du sol. Il y a des végétaux qui poussent partout. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas vous indiquer quoi que ce soit. Mais il y en a d'autres, bien spécifiques. Par exemple, dans un sol calcaire, vous allez avoir du bleuet, du coquelicot, de la moutarde des champs. Dans un sol argileux, vous aurez plutôt de la pâquerette, du silage, du trèfle. Dans un sol très siliceux, acide, vous aurez des bruyères, des ajoncs. Ça, c'est des plantes que l'on peut qualifier de bio-indicatrices. La mousse aussi, les fougères, la prêle, ça, c'est vraiment un sol acide. Pour qu'une plante soit considérée comme bio-indicatrice dans un milieu, il faut quand même qu'elle soit dominante. C'est-à-dire que si vous avez une pâquerette dans un endroit, vous ne dites pas « Ah, c'est un sol argileux ». Non.
il faut qu'il y en ait quand même beaucoup. On Il y en dit a un qu'il paquet. faudrait qu'il y ait au moins 5 à 10 sujets par mètre carré quand c'est des petites plantes, ou plutôt qu'elle occupe environ 70% de la surface avec la même espèce. Donc si vous avez ce genre de végétaux, ça peut vous donner quand même une indication, sans avoir d'analyse du sol à faire, et il y en a énormément. Il existe l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices, et pour vous dire qu'il y en a tellement énormément, de M. Gérard Ducerf, il y en a 3 volumes, et il en présente pratiquement 800 espèces de plantes bio-indicatrices. Donc si vous êtes passionné par ce sujet, qui est intéressant, mais il faut quand même être un petit peu botaniste pour le mettre en pratique, eh bien, n'hésitez pas à vous référer à cette encyclopédie des plantes de M. Gérard Ducerf, je le rappelle. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Comme nous aimons bien la polémique, la controverse, et peut-être même de temps en temps faire dresser les cheveux sur la tête de certains, nous allons choisir aujourd'hui vraiment un sujet compliqué et passionnant, mais pour lequel je ne crois absolument en rien. Je veux parler de la biodynamie, ou du moins de la culture biodynamique. On va essayer avec Roland d'expliquer ce que c'est et ce que ça veut dire, les tenants et les aboutissants, mais personnellement, je vous donne mon opinion, de toute façon vous le savez, si vous me suivez régulièrement, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Pour moi, c'est du pur charlatanisme, c'est vraiment souvent du n'importe quoi. Toutefois, il y a quand même des éléments en pratique, logiques, assez intéressants, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui pratiquaient la culture biodynamique, notamment des professionnels dans la viticulture, avec un succès certain, et qui fabriquaient des vins même de très haute gamme dans ce principe-là. Maintenant, je vais tendre la main à Roland pour quand même qu'il nous dise ce qu'il en pense, même si je sais qu'il sera peut-être plus modéré et modulé que moi, et ensuite on va vous expliquer ce que c'est. Moi, j'aime bien les gens, même si je partage pas tout dans la biodynamie, parce qu'il y a des choses qui me paraissent un petit peu surprenantes, voire folkloriques, mais c'est pas une raison. Je trouve que c'est bien pour une raison, c'est qu'ils s'intéressent au jardin, ils vont chercher des choses qu'on n'a pas explorées, et finalement, c'est peut-être pas si mal, ça nous fait réfléchir. On va essayer de réfléchir, je vais vous raconter l'histoire de la biodynamie, puis après vous en ferez ce que vous voulez. Moi, de toute façon, je fais pas de la promotion dans cette émission, on vous fait de l'information. Nous sommes en 1924 et M. Rudolf Steiner, qui était un occultiste autrichien, de nationalité suisse ensuite, a créé les fondements de l'agriculture biodynamique. Il avait fait 8 conférences et il ne parlait pas alors de biodynamie, mais d'agriculture biologique et dynamique. Et c'est vrai que quand je vous dis qu'on peut en garder un morceau, il y a cette agriculture biologique qui, comme le dit Roland précédemment, est aujourd'hui quelque chose de connu et qui se développe avec des techniques qui sont éprouvées. La partie dynamique, on verra qu'on peut quand même mettre des bémols, parce que là, on remonte à l'époque des sorcières. Mais ça, c'est autre chose. Steiner avait créé autre chose, un principe qu'il a appelé l'anthroposophie. C'est un courant de pensée spirituelle qu'il a présenté comme une science et qui aujourd'hui est considéré par certains gentils comme une pseudo-science et par d'autres simplement comme du charlatanisme, parce qu'il disait décrire avec une rigueur scientifique des phénomènes spirituels, et en fait on n'a jamais réussi à prouver non seulement ces méthodes mais surtout leurs résultats. Au départ, il y avait quelques agriculteurs qui étaient anthroposophiques, et ils faisaient un petit groupe, quelques-uns qui étaient plus agronomes, qui ont commencé à développer, à partir de ces principes-là, des méthodes de culture. Et on était en 1938, et à partir d'un livre fondateur de la biodynamie qui s'appelle « La fécondité de la Terre », et il y a eu le premier congrès de biodynamie en 1939. Là, on n'était pas encore en France. L'association de culture biodynamique 58, le syndicat en 73 et aujourd'hui le mouvement de culture biodynamique en 75. Qu'est-ce qui rapproche une idée philosophico-politique avec des techniques de culture? Eh bien, c'est simplement le dogme de la reconnaissance de l'importance de la Terre, de l'importance de vivre sur cette planète. Il n'y avait pas d'éléments particulièrement rationnels.
La culture biologique, qui fait appel uniquement donc à des intrants naturels, à la préparation du sol sans retourner, l'utilisation de compost, etc., se retrouve dans la biodynamie. On fait la même chose. Mais il y a un truc qui me chatouille un peu, c'est qu'on y ajoute l'influence des rythmes lunaires et même planétaires. Et on va tenir compte de ça. Or, lorsqu'on a un esprit un tout petit peu scientifique, on rappelle quand même que lorsqu'on appelle la constellation du Taureau ou du Lion, ça n'a rien, mais rien de scientifique, parce que ces constellations-là, quand on prend l'univers, elles ne sont pas organisées comme on les raconte. Donc, il n'y a aucune raison pour que ces étoiles, elles aient un rôle direct sur notre mini-planète dans son système solaire. Bon, peu importe, vous avez le droit d'y croire. Donc, c'est quoi l'idée fondamentale de la culture biodynamique? C'est que lorsqu'une plante devient malade, elle n'est pas spontanément malade, mais elle a été fragilisée par son environnement. Là, on peut être d'accord. On est d'accord. Pas que, oui, mais enfin, là, sur ce point-là, on est obligé d'être d'accord. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher la cause des maladies des plantes, non pas dans le vecteur, mais dans l'ensemble de l'environnement. Ça aussi, on peut être d'accord. Et la plupart des techniciens de l'agriculture, de l'horticulture, qu'ils soient bio ou pas, sont d'accord là-dessus. Toi, tu cultives pas de rhododendron parce que le milieu ne s'y prête pas. Le principe de base de l'agriculture biodynamique est le suivant. C'est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. On est d'accord. Ah ben on est d'accord, oui. Il y a même des notions que l'on va trouver dans l'actualité d'aujourd'hui. La biodynamie considère que la nature est actuellement tellement dégradée qu'elle n'est plus capable de se guérir elle-même et qu'il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité féconde. C'est écrit d'une certaine façon, mais on est d'accord. Mais on est tout à fait d'accord. Les excès des années 70 ont fait que la biodynamie s'est développée. Et encore un concept très actuel, l'idéal de l'agriculture biodynamique est l'organisme agricole avec la plus grande autonomie de production adaptée aux conditions locales et aux possibilités de travail local. Là, on est plus dans l'esprit du développement durable contemporain et on est d'accord. Oui, donc ils étaient très en avance, dis donc. Mais là où ça commence à dévier un peu, c'est que dans l'idée de la biodynamie, qui prend l'exemple de la ferme, mais nous on va prendre le jardin, c'est la même chose, il considère que c'est un organisme vivant, qui a une individualité. Ça c'est quand même une vision un peu simpliste. Une ferme, c'est pas un organisme vivant, c'est une organisation, peut-être autour de quelque chose de vivant, mais on ne peut pas la considéré comme un organisme. Et puis après, on va avoir des préparations très ésotériques quand même. Vous avez la bouse de corne, la silice de corne, des produits qui doivent subir une dynamisation, c'est-à-dire que ça reste très flou. Puis vous avez la préparation 500 à base de bouse de vache pour réguler le pH du sol. Alors ce qui est bizarroïde, c'est que c'est le produit miracle qui va réduire l'acidité des sols acides et atténuer la basicité des sols alcalins. Bon. Et attention, la préparation 500, ça se fait de la façon suivante, c'est de la bouse de vache que vous mettez dans des cornes de vache que vous enterrez dans le sol pendant l'hiver, et au printemps, le contenu est dynamisé, alors on ne sait pas comment, dans l'eau pendant 1 heure et pulvérisé sur le sol. Là, on est dans le Moyen-Âge. Hein. Oui, mais je ne sais pas, j'ai pas vu les tests de savoir si ça pouvait donner quelque chose, mais bon, moi ça me choque pas ça. Ces gens font des essais, font des tentatives pour contourner les produits chimiques, donc voilà, ce ne sont que des essais. C'est pas pour contourner les produits chimiques, c'est pour donner une méthode de culture soi-disant extraordinairement plus valable que le reste. Ça n'a rien à voir avec simplement le fait je cultive au naturel, non, on est dans une philosophie. Et Steiner, qui était ni biologiste, ni botaniste, ni même agriculteur, il dit s'être fondé sur son intuition. On est dans l'idée quand même du gourou. Il disait, par exemple, croire en l'influence des cultures par des forces suprasensibles de nature éthérique, psychique, astrale. Il parlait de la force du moi, des forces cosmiques. Bon, ça, voilà. d'accord. Non mais c'est la dérive, vous voyez. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les évolutions du jardin, finalement. Qu'un autodidacte se mette à faire du jardinage, ça c'est
tout à fait courant, puisque tous les jardiniers sont pratiquement autodidactes. Oui, mais il ne devient pas un gourou qui donne des règles, parce qu'il y a des règles. Il faut avoir des méthodes. Tu as raison, au départ, il n'y a rien de bien méchant, avec des préparations à base de quartz, de fumier de bovin, de plantes, mais il y a aussi des trucs pas ragoûtants. Il prend des organes d'animaux, on écrabouille des limaces pour obtenir un jus qui va éloigner les limaces. Je suis pas sûr que ça marche par contre, oui. Chez certains animaux, les cadavres peuvent avoir un effet répulsif, les cadavres de leur propre espèce. Mais encore une fois, moi je trouve ça moyenâgeux. On est au 21e siècle. Je veux pas vous en mettre plus dans la tête que ça. Je voudrais quand même que tu parles de cette expérience que tu as vue à Châteauneuf-du-Pape, qui est intéressante. Je l'évoquais, moi, aussi, un vignoble, c'était plutôt dans le Bourgogne, où j'ai vu de très belles réussites, mais il n'y avait pas ça. Vous avez un calendrier de biodynamie sur lequel on vous dit aujourd'hui, c'est le jour feuille, le jour tige, le jour racine, etc. Et les agriculteurs ne travaillent que cette partie en fonction du calendrier. Pourquoi pas? Ça, il n'y a rien à dire. Pouvons-nous séparer, nous qui sommes des sages, le bon grain de l'ivraie? Si on sépare un petit peu ce côté ésotérique, voire folklorique, on peut regarder ce qui s'est fait autrement. Les essais menés par la Chambre d'agriculture du Vaucluse à Châteauneuf-du-Pape pendant 3 ans sur des parcelles de vin bio et de vin en biodynamie. Eh bien, ils n'ont pas réussi à trouver de différence. De résultat, il n'y a pas de résultat. C'est formidable. Travaillons 3 ans pour obtenir un résultat nul. C'est important de le savoir que c'est ni bien ni mal. On est à égalité sur une parcelle bio. J'ai dit que c'était débile. On a parlé de ce qui était valable. On l'a bien mis en évidence. Voilà, c'est très bien. Après, je vous ai raconté tout ce qu'il y a autour et qui est, je maintiens, débile. Toi, tu fais du jardinage au naturel, c'est-à-dire que tu prends pratiquement tous les trucs positifs dont on a dit tout à l'heure et tu brandis pas un drapeau. Mais non, je ne brandis pas de drapeau. Voilà. Par contre, dans la chimie, il y a eu aussi des excès qui étaient débiles. Donc, si tu veux, dans toutes ces recherches ou ces tâtonnements, eh bien, il y a une partie qui est un petit peu glauque et puis une partie, finalement, qu'on va retenir qui nous fait avancer. Eh bien, faisons avancer les choses. C'est ce que l'on essaye de faire chaque semaine avec vous. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous allons revenir dans notre siècle avec des choses intéressantes puisqu'elles sont nouvelles. Et moi, je prône la nouveauté, l'innovation, la créativité, la technique, la science. Nouveauté, entre guillemets. Oui. Parce que la première plante dont tu vas nous parler, elle n'a rien de nouveau, simplement elle n'était pas tellement commercialisée. Oui, Cochlear officinal, oui, ça passait totalement inaperçu. C'est la ferme de Sainte-Marthe qui nous propose des graines. C'est une condimentaire qui fait 25 cm de haut, elle est riche en vitamine C, elle a une saveur puissante d'ail et de réfort. Autant dire que ça renifle un peu. Oui. Elle s'utilise un peu à la manière de la ciboulette, elle est originaire de Chine, et puis on peut encore la mettre en place en juin-août, mais il fallait faire les semis un petit peu avant quand même, mais elle lève rapidement, donc on pourrait s'amuser à la faire, elle lève en 10 ou 20 jours. Ça se sème en place jusqu'au mois d'août, donc vous pouvez essayer de découvrir cette, oui, on peut dire un peu nouvelle aromatique, parce qu'on ne la voit pas beaucoup dans les recettes. Je ne l'ai jamais vue en recette ou en jeune plan, alors dans les jardineries, non. Ça... Tu vas semer ça, et puis après tu vas le déguster, tu vas le trouver bon, parce qu'il trouve tout bon, mais moi je le dégusterai, je vous dis. Alors là, quelque chose de très bon en revanche, c'est un mini concombre. Oui, l'avantage c'est que c'est une variété buissonnante. 50 cm, donc parfait pour les balcons. Ah oui, ça s'étale pas. Ah non, ça reste trapu, et ça c'est le gros avantage. Donc on met 60 cm si on veut faire des rangs, mais c'est surtout en pot, moi je dirais, parce qu'on récolte ça en juillet-octobre. Puis un petit concombre de 12 cm. Oui, c'est surtout très rigolo, et c'est trapu. Donc quand on a un gros pot, si on veut s'amuser à faire ce concombre d'art sur son balcon, eh bien c'est tout à fait possible. Oui, il s'appelle dard, D-A-R, et vous pouvez le semer maintenant, parce que pour que ça prenne bien un semis de concombre, il faut 22 à 25 degrés. On peut le faire à l'intérieur, bien entendu, mais si on le fait trop tôt, on risque vraiment rater, ça serait quand même dommage. Terre humifère, concombre, vous pouvez le directement dans le terreau, ça donne quand même des beaux résultats. Alors moi j'ai un truc qu'on peut mettre aussi dans le pot, mais qu'on peut mettre aussi dans tous les jardins, parce que c'est une nouvelle formulation d'une gamme d'engrais dont on connaît très très bien le nom, ou du moins dans le milieu professionnel, mais il y a quand même belle lurette que les amateurs ont à leur disposition, s'appelle Osmocote. Alors là, il l'appelle Osmocote Max. Je ne sais pas pourquoi il est Maximum. Max. En tous les cas, c'est une nouvelle conception, une formule dans laquelle vous n'avez plus de nitrate d'ammonium, vous n'avez plus certains produits qui pouvaient être contestables avant. L'Osmocote a cette particularité, c'est que ces éléments
alors chimiques, il faut dire les mots comme ils sont, mais qui sont des éléments nutritifs pour les plantes. Je rappelle quand même qu'une plante est une usine chimique extraordinaire et qu'elle ne se nourrit pas d'organique, mais d'éléments minéraux, donc chimiques, a l'avantage de se libérer très lentement au fur et à mesure du besoin de la plante. C'est des petits granulés qui sont enveloppés d'une membrane poreuse, et l'avantage de ça, c'est que vous n'en mettez qu'une seule fois, que vous ne risquez pas de brûler, et que vous n'avez pas de migration de nitrate, puisqu'il n'y en a pas. Il y aura juste la transformation au moment où la plante le prendra. Donc il y en a pour les hortensias, les rhodos, les agrumes, il y a l'universel. Alors c'est ça que j'ai toujours trouvé extraordinaire, il faut des engrais pour tout, mais il y a aussi l'universel qui marche pour tout le monde, donc tant qu'à faire prendre l'universel, souvent il est moins cher en plus. Il y a le géranium dipladénia surfinial, le rosier, l'arbuste, les plantes vertes et fleuries, donc on peut utiliser ce type d'engrais vraiment pour tout. Mesdames, messieurs, regardez-le. Oui. Cet après-midi, après l'émission, on va le retrouver dans un arboretum en Haute-Saône. Mailleroncourt-Charette, c'est entre Luxeuil et Vesoul, et c'était auparavant un grand parc avec des pommiers. On a fait des ébringles, mais bon, on s'en fout. Et donc, en 1986, la famille Follet, qui exploitait ce terrain, a tout perdu. Pourquoi tout a gelé? Et donc, François a décidé de remplacer ces pommiers par des arbres, et c'est devenu un très bel arboretum. Alors, 2000 arbres, 450 espèces différentes issues du monde entier. J'y suis allé pour préparer, et donc on va accompagner les visiteurs, mais on va leur parler de l'influence, parce que nous sommes très touchés là-bas en Franche-Comté par le réchauffement climatique, et les arbres prennent bonbon, on va dire. On va faire le tour de cet arboretum, on va découvrir ces arbres, et on va parler en même temps de biodiversité et de réchauffement climatique. Et ce n'est pas tout, parce que si le samedi, il est à l'arboretum, le dimanche, il sera à Saint-Dié à la fête de printemps, et à 14h, il vous fera une conférence, vous devinez sur quoi? Sur la biodynamie. Le jardinage, en quelque sorte, jardinage au naturel. C'est exactement ça. Voilà. Je te remercie d'avoir fait ce petit coup de pub. Bah oui, quand même. Allez. Un petit mot sur le stage de Terre Vivante. Vous connaissez Terre Vivante entre Grenoble et Gap. On peut enfin reprendre les stages. Les formateurs, formatrices se sont des spécialisés en jardin, en photo, en cuisine, en animation, enfin des professionnels. En plus, ils ont la certification Calliope. Ça veut dire que là, c'est un high level de la formation. En 2019, ils ont eu 82 stagiaires, 1870 heures. On peut se former sur 5 jours, mais il y a des week-ends aussi. Allez-y. Vous pouvez être hébergé aussi, je pense. En plus. Oui. Voilà. C'est tous les niveaux. Il y en a qui sont simplement pour vous faire plaisir, et d'autres qui vont vous amener... Certification. Certification, je cherchais le mot. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour une exposition qui a commencé le 2 avril dernier, mais qui se poursuit jusqu'au 30 juin, donc on a le temps d'aller la voir. C'est à Saint-Martin-de-Beaucherville, dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges. C'est assez drôle, il y a l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville à Saint-Martin-de-Beaucherville. Il devait y avoir un conflit de saints à une époque. En tous les cas, cette exposition, c'est sur les plantes tinctoriales, qui vous permet aussi de découvrir un botaniste, Louis-Alexandre d'Ambournay, dont personne n'avait jamais entendu parler, ou presque, qui est né en 1722 à Rouen, et qui a réhabilité complètement la culture des plantes locales dans l'industrie de la teinture, et notamment la garance, et on lui doit entre autres des ouvrages importants comme Instruction sur la culture de la garance et la manière d'en préparer les racines. Il avait aussi utilisé d'autres plantes qui vont vous être présentées, ainsi que le travail d'une beaucoup plus jeune, puisqu'elle sera présente, Virginie Lagerbe, donc qui est une spécialiste autodidacte de la teinture, et elle constitue une teintothèque aujourd'hui, et elle essaye donc de réhabiliter, dans un esprit un peu naturel, l'utilisation de tout ça, notamment la gaude, qui sont une plante qui teint en jaune, Isatis tinctoria, la guède, le pastel des teinturiers, puis cette fameuse garance. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, vous allez en Normandie, ça doit être quand même assez sympa, dans la Seine-Maritime, Saint-Martin de Beaucherville, jusqu'au 30 juin. Maintenant, on va pas aller en Normandie, on va aller juste à côté, on va prendre un petit coup à boire, un petit peu d'eau ou un peu de café, comme vous voulez, pendant la petite page de publicité qui arrive tout de suite. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit,
et c'est fini. Une question de Camille qui dit: étant complètement débutante, je souhaiterais savoir pourquoi dans votre vidéo sur les salades, les jeunes plants ont été replantés à nouveau. Alors on dit repiquer dans notre langage jardinier, ça concerne essentiellement les plantes qui ont été semées dans ce qu'on appelle le semis en pépinière, c'est-à-dire on fait un semis soit dans une terrine, soit en pleine terre, mais au lieu de le faire vraiment dans l'endroit où les plantes vont se développer complètement, on obtient du petit plant et on le repique. Pourquoi ? Tout simplement pour le faire forcir, pour lui donner plus de tonus, tout simplement. Qu'est-ce que tu as à dire de plus? Non, rien d'autre, c'est exactement ça. Ça lui permet d'avoir un peu plus d'air aussi, mais c'est surtout renforcer le système racinaire. Voilà, parce qu'on va recouper un petit peu le pivot. Alors une chose, bien sûr, on ne repique jamais les légumes racines à part la betterave, mais donc les carottes, les radis, tout ça, on ne les repique pas. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Je crois qu'on va faire plaisir à beaucoup. On n'a peut-être pas fait tout à l'heure avec la biodynamie. En tous les cas, là, avec les pivoines, je pense que nous allons être tous d'accord pour dire que c'est une plante absolument sublime, que c'est une plante que tout le monde a envie d'avoir dans son jardin, et que c'est une plante qui, malheureusement, n'est pas aussi facile que ça. Elle est réputée assez, oui, caractérielle, je dirais pratiquement. Et certains la réussissent très bien et d'autres pas. Tu en cultives ? Oui, bien sûr. J'ai un pied de pivoine arbustif, quelques pieds d'herbacées et 2 itos. Pivoine, genre pivoine, paeonia. Paeonia, oui. Qui fait l'objet aujourd'hui d'une famille spécifique pour elle, après avoir appartenu au renonculacées. Il n'y a que Paeonia dans la famille des Paeoniacées, 37 espèces, 15 sous-espèces, qui aujourd'hui sont surtout vendues sous forme hybride. On a énormément hybridé ces plantes-là. Paeonia, pourquoi ? Parce que le gars, il a trouvé ça joli, non ? Ça devait être un botaniste qui avait un copain qui était... Presque, mais d'abord parce que paeonios, en grec, c'est salutaire. Et il y a Paeonia officinalis qui a été toujours considérée comme une plante médicinale de qualité qui pouvait sauver. Mais on dit aussi que c'est peut-être un hommage à Péon, qui était le médecin des dieux de l'Olympe. On revient dans la Grèce antique. Et il existe donc cette fameuse Paeonia officinalis qui, selon certains, aurait pour ses racines la possibilité de combattre le mal de tête. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais en tous les cas, pourquoi ? Donc tu nous parlais de pivoine herbacée. On est sur Paeonia lactiflora. Quelle particularité tu vas pouvoir nous dire là-dessus ? Pivoine herbacée, c'est très bien parce que ça s'adapte à pas mal de sols. J'ai testé pour vous, ça pousse plutôt bien. C'est un peu comme un bulbe finalement, ou comme une vivace, elle repart au printemps et puis elle disparaît pendant l'hiver. Le principe c'est ça, c'est le principe des vivaces. Comme des vivaces herbacées, voilà. Oui. Le problème de la pivoine lactiflora, c'est que ses racines sont extrêmement fragiles. Au moment où vous la plantez, il faut surtout pas abîmer ses racines, ne pas la planter trop profond. Elle a besoin d'être vraiment mise au niveau superficiel du sol. Et mon conseil, c'est, si elle se plaît, on n'y touche pas et on n'y touche plus. Il suffit souvent de diviser ou de transplanter une pivoine qui était sublime pour qu'après, elle ne fasse plus rien. C'est la plante, à mon avis, la plus casanière qui puisse exister. Floraison mai-juin, souvent des très très grosses têtes qu'on a pas aussi grosses que celles des arbustives, mais quand même c'est rond, c'est globuleux. Plante qui fait un peu moins d'1 mètre de hauteur. Les plus précoces, elles fleurissent maintenant. Les plus tardives, elles vont fleurir fin juin. Et on a parfois des fleurs très très parfumées. Le parfum de la pivoine est quelque chose de vraiment subtil. Malheureusement, toutes ne sont pas aussi subtiles que ça. Hein. Il y en a qui sentent rien. Ah, carrément, oui. Et puis dans les arbustives, il y en a qui sentent rien du tout. Oui. Soyez patient parce que quand vous achetez un jeune plant de pivoine, il est possible que pendant les 2-3 ans qui suivent la plantation, il ne vous fasse pas de fleurs parce qu'encore une fois, c'est une plante qui est un peu capricieuse, donc elle n'était pas contente d'avoir été transplantée, elle vous le fait savoir, puis après, ça va aller beaucoup mieux. Sol frais, humifère, bien drainé, bon, il me dit ça pousse dans tous les sols. Je sais quand même que si vous mettez un bon paquet de matière organique lors de la plantation,
c'est quand même plutôt positif. Oui, c'est vrai qu'on a un sol plutôt riche chez nous, puis un peu compact, donc peut-être plus facile. Tu pailles? Oui, systématiquement, tu le sais, et donc je la paille aussi. Là, dans son cas, c'est encore préférable, puisque ça garde l'humidité. Mais surtout, ça serait bien avec du compost, ouais. par exemple, de vraiment pailler avec du compost ou du fumier, pas trop décomposé. Bon, après, ça sent pas forcément très bon. On les plante au soleil, mais pas dans un endroit trop aride, parce qu'on dit que ça aime bien le sol frais. Et en revanche, laissez-lui un peu de place. Ne serrez pas d'autres végétaux autour, ça aime bien avoir son aise, donc laissez au moins 50-60 cm tout autour de la plante pour qu'elle ne soit pas du tout abîmée. Un petit conseil, c'est qu'il ne faut pas acheter des trop vieilles plantes, il vaut mieux qu'elles aient 3, 4, 5 racines maximum au moment de la plantation, sinon un gros pied comme ça, parfois, le simple fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais de le transplanter, il ne fleurira pas. C'est intéressant ça, parce qu'on trouve aussi beaucoup en jardinerie des gros pieds de pivoine. Oui. C'est trop tard maintenant, mais au mois de mars, avril, c'est ce qu'on trouvait. Voilà, c'est pas conseillé. Les pivoines arbustives, en revanche, c'est totalement différent. On est sur Paeonia subfruticosa, plante qui peut atteindre 2 mètres de hauteur, et dont certains hybrides donnent des fleurs gigantesques, des fleurs qui font 25 cm de diamètre, qui sont parfois tellement grosses que c'est le défaut que je trouve, le pédoncule n'est pas suffisamment costaud pour les tenir, et pouf, elles baissent du nez, et on n'a pas vraiment l'effet qu'on attendrait. Il ne faut pas de pluie surtout. Parce que alors, 100% d'accord. Quand la pluie arrive sur ces très grosses fleurs, vous avez du botrytis qui s'installe systématiquement, c'est-à-dire que vous voyez tous les bords des pétales devenir marron, grisâtre. C'est la pourriture grise, tout simplement, liée à l'humidité. Donc, mettez plutôt dans un endroit assez abrité, pas de soleil direct, pas trop forte gelée quand même, ce sont des plantes qui sont greffées. En revanche, quand ça se plaît, ça dure longtemps. On en connaît qui ont plus de 50 ans. Des pivoines arbustives. Et quand tu dis 2 mètres de haut, oui, j'ai en mémoire une photo de ma maman devant sa pivoine, mais vraiment énorme, chargée en fleurs, c'est extraordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que les pivoines herbacées se plantaient superficiellement, les greffées, parce qu'elles sont toutes greffées les arbustives, on doit enterrer la greffe. Donc il faut être au moins 10 cm sous la surface du sol pour que l'enracinement du greffon se fasse, ce qui va donner une plante plus vigoureuse. On a expliqué ça dans le greffage des glycines que je vous conseille de regarder sur News Jardin TV. Non, c'est vraiment très intéressant. Et puis tu me parlais des pivoine Ito. Oui, pivoine Ito, qui est une obtention japonaise, c'est vieux, hein. C'est Monsieur Ito. Oui, 1948. Et donc lui, il nous a trouvé une pivoine qui est pratiquement entre les deux. Elle est d'une part un peu rigide, mais avec les fleurs de la pivoine herbacée. Et il y a des couleurs assez impressionnantes. On en a une jaune, mais ça claque, hein. Je peux dire que c'est joli. Il y a des couleurs qu'on n'avait pas sur les pivoines classiques, je dirais. Bien que dans les arbustives, on a des jaunes et on a des orangés. Mais les Ito, elles ont cet avantage-là d'être un petit peu plus compactes que les arbustives. Et en revanche, toute la partie aérienne disparaît l'hiver, comme les lactiflora. Plutôt des pivoines à mettre dans des massifs de vivaces ou simplement faire un beau bosquet tout seul. Ce sont des plantes aussi qui forment de très belles fleurs à couper. Allô Christine, dommage, dit-elle, que New Jardin TV n'ait pas de vidéo sur le Kombawa. Je suis dans le sud, le mien a donné des fruits la première année de plantation, la deuxième année, il a gelé environ moins 4 degrés et n'a donné aucun fruit. La troisième année, je l'ai entièrement protégé d'un voile d'hivernage de décembre à mars, il n'a pas gelé, mais n'a pas donné de fruits non plus. Je ne sais plus quoi faire, au secours Patrick. On est sur Citrus hystrix, très beau, hein, parce que c'est déjà un bel arbuste qui peut faire 2-3 mètres et qui a des feuilles bizarroïdes. Elles sont ovales, mais avec un rétrécissement central. On dirait 2 ailes, en fait. Et les fruits sont vraiment bizarroïdes. On dirait des espèces de petites poires, mais toutes tordues, boursouflées, ridées, vert foncé. Mais alors, où le parfum? Ah oui. La feuille, c'est subtil, c'est extraordinairement, aromatique. On l'utilise d'ailleurs, la feuille, simplement, mais vous mettez 2 feuilles dans un curry, par exemple, et tac, ça donne quelque chose. Et sur le fruit, on n'utilise pas la pulpe, on va utiliser essentiellement le zeste. Et là aussi, on a quelque chose de très parfumé.
Le problème de Combava, c'est que c'est une plante tropicale. On en cultive par exemple beaucoup à La Réunion, originaire de Malaisie, de Nouvelle-Calédonie, d'Asie du Sud-Est. Donc il faut au moins une quinzaine de degrés pour que la plante se développe, et surtout jamais de gel. Le Combava, c'est une plante frileuse. Vous allez être obligé de la cultiver en pot, et dans un endroit avec une véranda l'hiver, etc. Je ne peux pas dire grand-chose d'autre, parce qu'elle me dit, moins 4 degrés, il n'a pas dû aimer. Bon, simplement protégé d'un voile d'hivernage de décembre à mars, il n'a pas assez chaud. Voilà, je peux vous dire, Christine, votre Combava n'a pas assez chaud. Donc mettez-le dans une serre, il n'y a que ça, parce qu'à la maison, il ne va pas non plus vraiment aimer. Maintenant, on va aimer déguster notre petit café ou petit chocolat pendant la page de publicité. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Il est certain, mes amis, qu'en cette période, on profite du jardin, mais pour en profiter, il faut également y travailler un petit peu. Alors je sais que Roland ne dit pas qu'il y travaille, il s'y amuse, mais il va essayer de nous amuser sérieusement en vous disant tout ce qu'il faut faire pendant la semaine à venir. Et je crois qu'il y a du boulot. Je vais commencer par finir le paillage. Pourquoi je te disais la semaine dernière qu'il y avait encore des trous que j'ai comblés avec des vivaces, etc. Donc là maintenant on est au complet. L'ensemble de ton jardin est paillé. J'ai encore une petite faille dans le système, mais j'espère y remédier rapidement. Et ça c'est important parce que vraiment il y a une vraie différence, et surtout si l'été s'annonce très chaud, ça sera bien efficace. La serre, tous les jours il va falloir l'aérer. Pour éviter la condensation qui risque d'apporter maladie. Et l'excès de chaleur, parce que si on a très chaud, les hauts vents n'y suffisent pas, et donc on sait qu'au-dessus de 34 degrés, le pollen peut sécher, etc. Bon, c'est pas bon pour les récoltes, mais vraiment aérer, ça sera le plus important. Et tu commences à récolter quelques trucs. Oui, bah les salades, les ça radis. y est, c'est parti. Bah les radis, oui, parce que là, ça se renouvelle, donc là, on est peinard pour les radis, donc c'est bien. Les salades, oui, c'est parti, mon kiki. Ça fait un petit bout de temps, mais là, ça continue, ça s'amplifie, on mange de belles salades. Toi, tu as semé des haricots, on aurait pu commencer un peu plus tôt, même si le haricot est quand même un légume frileux. On l'oublie souvent, hein, c'est un légume origine Amérique du Sud, donc c'est une plante qui a besoin de chaleur. Là, tu sèmes encore maintenant. Par expérience, on s'est fait avoir sur un sol trop froid. Il a fallu renouveler les semis parce qu'on a voulu anticiper. On est comme tout le monde, hein, vivement qu'on plante. Là, on attend maintenant Sainte-Sophie, c'est le mois de mai, parce que le sol est bien chaud. Et là, on a des chances d'avoir quelque chose de cohérent. Tu associes l'esthétique avec le gustatif, avec un haricot à rame que tu aimes particulièrement. Oui, le velours, il est bon d'une part, mais il est très joli. Il est violet. Oui, il a un peu teinté de violet. Il fait des pousses, des machins qui sont monstrueux, pas un fil, rien. Ouais. Ça produit assez régulièrement. Si on fait bien attention de ne pas arracher les fleurs, hein, parce que tu sais, il y a des bourrins qui viennent et qui disent « Attends, là, je vais te cueillir les haricots ». Ils m'arrachent tout avec, et les fleurs aussi. L'an dernier, on l'avait mis sur un tuteur rond. Tu sais, les tuteurs droits avec des arrondis qui sont supportés par le tuteur central. Et ça fait très joli, c'est très retombant. Ah oui, on peut faire donc, des tipis, oui, c'est ça. Ben, voilà, oui. C'est le mot que je cherchais. Plantation aussi, les tomates, maintenant, toi, tu les mets dehors. C'est vrai qu'on peut ne pas être trop pressé. On en a parlé la semaine dernière, mais là, bon, ça vaut le coup. Alors, tu me dis de les planter dans les trous. C'est quoi les trous? Je te disais que j'allais chercher, il y a quelques semaines, des vivaces, mais il y a aussi les tomates en trop. Ça prend de la place, ça, quand même. Hein. Oui, ça prend de la place. Alors, comme ce sont des tomates cerises, on les laisse toutes seules, hein, sans tu mets tuteur, pas de tuteur, oui, c'est ça. Toujours le minimum. Oui. L'aubergine, le poivron, même dans la région de Vittel? Alors, on a eu des déboires à l'extérieur parce que le cycle de vie est trop court, donc maintenant on essaye de plutôt les mettre dans la serre. J'ai essayé à l'extérieur, j'ai d'ailleurs testé une aubergine blanche ronde. Oui. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi mauvais. Ah. C'est une catastrophe. Les aubergines blanches, au départ, c'était pas du tout destiné à être consommé. C'était surtout des plantes ornementales, et puis on l'appelait la plante à œufs d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, bon voilà, ça intéresse les gens, on va leur faire des hybrides nouveaux. Je voudrais pas dire
dire la marque, mais sur le paquet, il est dit, attendez, vous allez vous éclater avec cette aubergine blanche. Bon là, on est mal tombé. Oui, mais peut-être que t'as pas eu assez de soleil aussi, hein. Ouais, peut-être. Fais-en un entièrement en serre, peut-être. Réessaye. Ouais, pas prêt de réessayer celui-là. Non, il n'en veut pas. Bon, il n'en veut pas. Vous allez arroser les plantes de la maison, toutes les plantes en pot, ça c'est très important. Ne les laissez pas se dessécher. On peut déjà diviser les artichauts, la menthe, le thym, l'estragon, enfin toutes ces plantes un peu aromatiques. Et puis, il y a un truc que je vous conseille, bon, ébourgeonner les tomates déjà, hein, c'est tout ce qui part sur les côtés, là, quick, on va enlever. De même que les dahlias, si vous voulez des belles grosses fleurs, on peut le faire sur les dahlias. Et puis, moi j'aime bien mettre, comme on a un jardin ombragé, des bégonias tubéreux dans les massifs, et notamment des massifs de terre de bruyère. C'est le moment de les planter. Nous allons aller où? Oh, jusqu'en Inde aujourd'hui avec le surf de notre ami Roland. Chhattisgarh, donc c'est en Inde, c'est au même niveau que Calcutta, et c'est Madame Neha Chawda qu'on retrouve aussi avec un autre pseudo qui s'appelle Fabulous Shots. Là, c'est impressionnant parce qu'elle a 8700 publications, 29 000 abonnés. Il y a du monde, et là les photos, alors il n'y a pas les noms de ce que c'est, etc. Parce que c'est pas ces photos, j'ai été regardé parce que j'étais intéressé. Ah oui. Et en fait, une sorte de documentaliste. Oui. Elle cherche les jolies photos qui lui plaisent sur l'internet et elle les met. Et puis c'est impressionnant, il y a une araignée qui est en train de manger une mouche, on s'y croirait, il y a des gouttes d'eau sur fond de fleurs, elle fait un sacré boulot en tout cas. Elle fait un sacré boulot et elle est très honnête parce que le nom de chaque photographe est indiqué. Quand vous cliquez sur la photo, elle vous indique d'où vient la photo, etc. Donc c'est une sorte d'encyclopédie photo magnifique. Et oui, bah d'ailleurs, Fabulous Shot, ça veut tout dire, et c'est pas mal du tout. Alors moi, j'ai découvert Les abeilles sauvages de Monique Berger chez Delachaux et Niestlé et au PIE. Cette femme, elle est hyper talentueuse et elle a une patience, elle a passé un temps pour faire ça. C'est pas nos abeilles sur une ruche, là, attention, hein. On est sur des abeilles sauvages. Il faut déjà les trouver, il faut prendre le temps de les repérer, travailler. C'est formidable. C'est un livre, vraiment, je crois qu'il est unique en son genre. On avait déjà présenté un livre sur les abeilles sauvages, mais pas avec une qualité iconographique comme ça. Et là, franchement, moi, je me suis régalé. 600 photos inédites, donc elle nous raconte quand même comment vivent ces abeilles, comment elles se reproduisent, est-ce qu'elles sont dangereuses pour nous ou pas, que se passe-t-il la nuit, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles vivent en hiver, au printemps, quel rôle jouent-elles évidemment dans le cycle de la vie, de la biologie. C'est génial, ça s'appelle Découvrir les abeilles sauvages. Je tire un immense chapeau à Monique Berger qui est son auteur et qui est la photographe. Regardez ça, les insectes sont en vol, ils sont en gros plan, il y a tout et c'est vraiment très très beau. Elle n'a pas évidemment travaillé sur toutes les espèces parce que je vous rappelle, il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages que l'on rencontre en France, mais je pense que personne d'entre nous n'a jamais vu ces insectes-là aussi près et de façon aussi belle. Un autre livre extrêmement intéressant, plus savant, plus complexe sans doute d'approche, avec des dessins de monsieur Francis Allais, qui est un dendrologue, un botaniste réputé, très connu, qui a une manière très particulière, très personnelle de faire des dessins et des dessins botaniques. Et là, on rentre dans le monde des lianes. Alors, on pourrait croire, sous ce titre, d'avoir un livre sur les plantes grimpantes. Alors, bien sûr, ce sont des plantes grimpantes. Non, ce sont vraiment les lianes de la forêt tropicale qu'elles... Quand je dis elles, ces deux dames, Annick Schnitzer-Lenoble et Claire Arnold, vont vraiment avoir travaillé pour savoir quel est leur rôle écologique, pour savoir comment elles s'adaptent au biotope, comment elles colonisent aussi les endroits, parce que les lianes dans certaines forêts, c'est ahurissant. On est aussi sur l'écologie, puisque le livre va évoquer les relations des lianes avec les arbres, avec les animaux, même avec la société humaine, puisque il y a des lianes qui ont soigné, qui ont nourri, qui ont même réussi à être utilisé dans la construction. Donc vraiment, on a un livre complet et peut-être parfois un peu complexe, mais franchement, si vous vous intéressez à cet univers-là, si vous voulez s'y voyager au bout du monde, parce que là on est dans les pays tropicaux, vous avez ce livre chez Actes Sud, il s'appelle Éloge des lianes, Annick Schnitzer-Lenoble, Claire Arnold, ça coûte 32 €, c'est un livre de bonne bibliothèque.
Alors une question de Michel E. Je viens de voir dans l'une de vos émissions que l'on pollinisait des plantes sur des falaises vierges en utilisant un hélicoptère. Cela ne pourrait-il pas contribuer à faire disparaître d'autres insectes, comme le papillon dont vous parliez, qui sont fondamentaux pour l'écosystème? On devrait réfléchir sur l'interventionnisme humain, souvent trop présent, avec ses bonnes ou ses mauvaises intentions. Évidemment, elle a raison, mais on ne va pas deviser, parce que là, il nous faudrait 3 émissions coup sur coup pour parler de tout ça. Est-ce que l'on a le droit ou pas de faire ceci, de faire cela? Est-ce que l'homme est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est mauvais? On peut se poser toutes les questions qu'on veut, mais le fait est là. Dire on pollinise des plantes sur les falaises vierges avec un hélicoptère, c'est parce que on veut protéger la plante dans son milieu. Et est-ce que c'est l'homme qui a fait disparaître les insectes qui le pollinisaient? Peut-être ou peut-être pas. C'est pas simple de répondre à des choses comme ça. L'important, c'est de prendre conscience. C'est notre responsabilité d'être pensant et peut-être trop dominateur, je veux bien l'admettre, mais on a la capacité aujourd'hui de sauver des espèces qui, sans ce regard-là ou sans ces moyens-là, disparaîtraient. Pourquoi pas le faire, bon sang? Je pense que la réflexion, c'est par rapport à dire c'est peut-être que juste pour un petit papillon, on sort un hélicoptère, c'est une comparaison peut-être tarifaire, simplement. Et quand on empêche de construire un immeuble qui aurait abrité X familles dans un endroit parce qu'on a découvert un vieux hanneton, c'est la même chose. Oui, l'important, comme tu l'as dit, c'est de prendre conscience que notre monde est important et que si on peut le protéger d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est l'essentiel. Mais sachez aussi que l'interventionnisme humain fait de très belles choses. Par exemple, si les amateurs de plantes et jardiniers n'existaient pas, la plante qui s'appelle Tecophyllea cyanocrocus, qui est une merveille absolue, sorte de crocus, n'existerait plus. Que 3 hibiscus mauriciens auraient totalement disparu. On les a réintroduits dans la nature. C'est la même chose pour le cheval de Przewalski, le bison d'Europe, le condor de Californie, le lynx pardel, le guépard qui est pratiquement condamné et qui va sans doute subsister grâce à nous. Donc, on est parfois mauvais, mais on est aussi parfois bon. On peut être destructeur, mais je pense aussi que notre prise de conscience a des actions positives réussies. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. J'avais envie vraiment de vous parler de cette plante-là parce que pour tout le monde, elle évoque des choses extraordinaires. De quoi je veux parler, c'est de l'emblème de la plante carnivore, à savoir la dionée gobe-mouche, ou pour les Anglais, Venus flytrap, c'est-à-dire le piège à mouches de Vénus. Ça piège plus d'ailleurs des fourmis que des mouches, mais c'est, il faut le savoir, la plante aujourd'hui qui est la plus travaillée, qui est la plus étudiée, sur laquelle on essaye en permanence de découvrir des choses, et on en découvre. Histoire, nous sommes le 2 avril 1759, et un botaniste amateur irlandais qui s'appelle Arthur Dobbs, cofondateur quand même de la Royal Dublin Society, et qui, à l'époque, gouverne la Caroline du Nord, écrit à un membre de la Royal Society de Londres, qui était une sorte de chasseur de plantes, et qui pourvoyait les collectionneurs européens en plantes exotiques. Il décrit une plante qu'il appelle catchfly sensitive, c'est-à-dire donc la plante sensitive qui attrape les mouches. C'est la première description qu'on connaît. À l'époque, personne n'imagine qu'une plante peut être carnivore. Des spécimens de ces végétaux-là sont envoyés à un grand botaniste qui s'appelait John Bartram à Philadelphie et qui est le premier botaniste d'origine 100% américaine. Il reçoit ça, il la plante, mais c'est minuscule, hein, la dionée, c'est pas une grosse plante, ça n'intéresse pas vraiment. Près de 10 ans après la lettre d'Arthur Dobbs, là on est le 6 juillet 1768 exactement, un excentrique allemand, un collectionneur de plantes complètement azimuté, William Young, arrive à Londres avec des plants de cette dionée. Et il les donne à un autre botaniste de l'époque très célèbre, qui était bibliothécaire du Kew Garden, le grand jardin de Londres, qui s'appelle Daniel Carl Solander, auquel on a attribué une plante géniale qui s'appelle le Solandra, une liane qui fait des fleurs comme ça. Il réussit la culture. La plante fleurit en août, donc un mois plus tard, et Solander la décrit et crée le genre Dionea. Mais
il avait d'autres chats à fouetter puisque le 26 août, il embarquait sur l'Endeavour avec James Cook pour aller visiter les mers australes. Plus classe. Et c'est alors qu'un vulgaire, entre guillemets, marchand de draps londonien, mais qui était un naturaliste amateur, John Ellis, décrit la plante le 3 septembre 1768 sous le nom actuel, la Dionée, Dionea muscipula, et ce fameux nom, Venus flytrap. Et il envoie sa description dans une lettre à monsieur Carl von Linné. Tu penses, à l'époque, on ne peut pas passer à côté. Et ce John Ellis, c'était quand même pas mal malin, parce que dans sa lettre à Linné, il émet quand même l'hypothèse que la Dionée attrape des insectes pour s'en nourrir, et c'est totalement iconoclaste à l'époque. Imaginez qu'une plante puisse se nourrir d'animaux vivants, personne n'admet ça, plus pour des raisons religieuses que politiques ou scientifiques. À l'époque, il fallait mettre les hommes, les animaux, les plantes, chacun dans leur boîte, si je puis dire, et personne ne pouvait interférer. Donc, Linné, il dit c'est miraculum natura, c'est-à-dire le miracle de la nature, point final. C'est vrai qu'elle est bizarre, elle bouge et tout ça, mais bon. Et c'est le fameux Denis Diderot lui-même qui, dans ses éléments de physiologie, conclut, voilà une plante presque carnivore. On est à l'époque en 1775-1780, et il faudra attendre plus d'un siècle, en 1875, pour que Charles Darwin, dans son livre Insectivorous Plants, donc les plantes insectivores, fait un chapitre entier sur la plante qu'il appelle à l'époque « One of the most wonder in the world », une des plus grandes merveilles du monde. Et là, il explique le processus de la nutrition carnivore. Il ne le démontre pas. Il l'explique, il l'a compris, il l'a vu, mais il faudra attendre le XXe siècle avec des explications beaucoup plus scientifiques. Pourquoi la référence à Vénus? Pourquoi la Dionée? Dionée, dans la mythologie, s'écrit Dionée D-I-O-N-E. Il n'y a pas de E derrière. C'est la déesse mère de la vie et de la mort, et qui est la fille de Zeus, de Dieu suprême. La fille de Dionée et de Jupiter était Vénus. Donc, Dionea muscipula, ça serait peut-être la souricière d'Aphrodite, la souricière de Vénus. Bon. En tous les cas, il faut savoir que c'est une plante monotypique, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule espèce dans le genre Dionée, Dionea muscipula, vous ne pouvez pas vous tromper, famille des Droseraceae, dans lesquelles on n'a que des plantes carnivores, dont les Drosera et les Aldrovanda. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une plante soit considérée comme carnivore? C'est insectivore. Elle va réussir à avoir un piège qui permet de choper des bestioles. Ça serait une plante piège. Mais pour qu'elle soit carnivore, il faut qu'elle soit capable... Elle digère. Eh oui, il faut qu'elle soit capable de la digérer. Et qu'elle tire bénéfice de ses victimes en utilisant comme nutriments, eh bien simplement des organes, des éléments de sa victime. C'est le fils d'ailleurs de Charles Darwin qui le premier a mis en évidence que la plante digérait vraiment sa victime. Dionée vit aux États-Unis, sur la côte Est, en Caroline du Nord, on l'a dit, et du Sud également, sol comme acide. Tu viens de dire, voilà, très pauvre, très acide, généralement dans les tourbières, dans les marais. Donc c'est une petite plante rigolote qui vit vraiment au ras du sol avec son feuillage en rosette qui est le plus souvent allongé. On a un pétiole plat assez épais et puis à l'extrémité, on a une feuille pliée en deux, on a l'impression, avec des cils verticaux, et quand on a un peu d'imagination, on voit vraiment l'expression du piège à loup. Ce piège à mâchoire qui va se refermer sur sa proie, et c'est exactement ce que fait la plante. À partir du moment où un insecte pénètre à l'intérieur de cette double feuille, il est en danger de mort. Il ne va pas être pris systématiquement. Il ne faut pas qu'il bouge. Si, il peut bouger. Attention, il ne faut pas qu'il touche les petits poils. Là. Exactement. Oui. Mais pas tous. Il y a quelques poils sensitifs au milieu de poils complètement inertes. Ah, la garce. La garce, si tu veux, mais en même temps, l'insecte a une petite chance. Tu parles. S'il ne touche pas le bon poil, il va sortir indemne.
C'est un champ de mine, quoi. En revanche, si jamais il touche ce qu'on appelle le trichome, c'est-à-dire ce poil sensitif, en 1/10 de seconde, pas 1/100 comme il a été écrit parfois, 1/10 c'est déjà beaucoup, tac, ça se referme. Et ça, c'est impressionnant pour une plante, la vivacité d'action. Voilà. Alors on pourrait expliquer comment se fait le processus quasiment électrochimique. Un passage d'eau à travers les cellules par osmose va entraîner tout simplement un gonflement à un certain endroit qui va créer le mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérieur des lobes de la feuille est très coloré. C'est des anthocyanes, donc des pigments rouges, qui vont être attractifs. Il y a une couleur un peu de chair aussi. Les mouches peuvent venir là-dessus. Et il y a des glandes qui sécrètent à la fois un liquide un peu sucré qui va donner envie aux insectes de venir, mais en même temps, ce sont des fluides digestifs. Et une fois qu'il est piégé, l'insecte va être complètement absorbé. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'une fois le piège refermé, ça déclenche chez la plante une production de protéines et d'enzymes qui vont aider la plante à assimiler cette proie. Ce liquide très acide, presque comme ce que l'on a à l'intérieur de notre estomac, libéré par des glandes, agit comme un solvant. La proie va être liquéfiée, elle va quasiment disparaître. Le processus est relativement long. Lorsqu'une feuille s'est refermée, elle va mettre entre 2 et 3 semaines à digérer entièrement sa proie. Une plante est capable de digérer jusqu'à une dizaine d'insectes au même moment. Si la plante mange de trop, elle fait une sorte d'indigestion et elle finit par mourir. Donc, ne jamais nourrir soi-même sa déjeuner. Ah oui, il y a des gens qui mettent des petits bouts de viande. On met pas de bouts de viande, on met pas de charcuterie, enfin ce que vous voulez. C'est une plante qui a développé ce mécanisme d'évolution absolument extraordinaire. On essaye de comprendre comment cette fermeture se fait aussi rapidement. Donc on sait que c'est une montée d'eau dans les cellules, comme je vous ai dit, mais ce n'est pas aussi évident. On sait également qu'il y a des structures moléculaires particulières qui entrent en jeu, etc. Il y a des récepteurs de température, du toucher. Oui, c'est très complexe, en fait. C'est hyper complexe, c'est hyper fabuleux, c'est passionnant. Mon seul conseil, et ça sera pour le mot de la fin, si vous essayez de la cultiver, surtout, jamais la moindre goutte d'eau de ville, la plus petite trace de chlore à l'intérieur de l'eau la fait crever, elle devient toute noire, c'est simple. Quand vous avez une dionée qui a les feuilles qui sont toutes noires, c'est simplement que la plante, vous l'avez arrosée avec de l'eau qui ne convient pas. Donc eau de pluie et eau de pluie, et ça sera la fin de notre émission. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, nous sommes toujours très content de vous préparer ça, d'essayer de vous divertir, de trouver des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire et puis de vous donner les conseils pour réussir aussi votre jardin. Roland, merci beaucoup. Merci à toi, Patrick. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Notre ami à la technique, il s'appelle Stéphane et il nous fait un son vraiment super. Miguel, toujours très très attentif à ses caméras. Il a vraiment une véritable régie devant lui et notre expert matériel. Et puis nous étions sans ma petite jardinière qui est appelée à d'autres tâches mais qui est hyper importante avec notre petite perle que je n'oublie pas. On vous embrasse, on vous dit bon jardinage, passez une super semaine, à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter.